flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Bonjour, alors aujourd'hui on est très heureuse parce qu'on a un petit bonus pour vous. On a la chance de recevoir Sophie Ravier. Bonjour. Et donc, voilà, on est très heureuse. Est-ce que tu veux te présenter, Sophie, pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Eh bien, déjà, je suis très heureuse de votre invitation et d'avoir l'occasion de vous retrouver, de vous découvrir et de partager un petit moment dans les étoiles, j'espère. Donc, je m'appelle Sophie Ravier. Certains d'entre vous me connaissent peut-être sous le nom de l'Astromama, puisque c'est le nom de la pratique sous laquelle je partage ma passion pour l'astrologie, dans laquelle je suis tombée graduellement jusqu'à ce que ça devienne mon métier il y a déjà quelques années. Et voilà. Ouais, on est très heureuse de t'avoir avec nous. Comment est-ce que tu es tombée dans cette petite marmite qui est l'astrologie? La grande marmite de la sorcière du fond de la clairière. En fait, ce que j'explique souvent, c'est que on sait tous à quel point, notamment les passions, les choses qui peuvent nous animer enfants, les choses qui très spontanément nous mettent en joie, sont toujours des trucs importants à garder dans un coin de notre tête par rapport à des réflexions de qu'est-ce qu'on va faire dans la vie. Et c'est vrai que déjà petite, j'adorais regarder le ciel et ça me fascinait ces histoires de signes du zodiaque et la mythologie et tout ce qui se passait autour de tout ça. Et évidemment, il y a aussi un stade où assez rapidement on arrête de dire qu'on veut être majorette ou pilote d'hélicoptère et puis on devient comptable, ou en l'occurrence, comme j'ai pu le faire, je travaillais dans la communication et j'ai fait des relations publiques pendant longtemps, ce qui était aussi très chouette. Et donc ces passions un peu plus folles ou un peu plus hors cadre, on va dire, restaient un peu de côté. Mais j'avais toujours gardé beaucoup de questionnements en bon sagittaire que je suis sur mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi et comment. On dit que le sagittaire, il est très porté vers cette quête de sens. Donc c'est toujours quelque chose qui a fait partie de ma vie. La vérité avec un V majuscule et qu'est-ce qu'il y a au-delà du temps, au-delà de la vie. C'est quoi le secret des gens heureux? Je crois que ça a toujours été ma quête absolue. Donc j'ai lu des milliards de livres dès mon plus jeune âge sur le développement personnel, la psychologie, la thérapie. J'ai essayé à peu près toutes les thérapies énergétiques, acupuncture, médecine chinoise, après des choses plus chamaniques. Bref, j'ai toujours été dans cette quête et l'astrologie faisait partie aussi de ces questionnements pour essayer de trouver des réponses. Et au fil du temps, plus j'avançais dans ce que j'en écoutais, plus je trouvais quand même que ça avait drôlement de sens. Et ça n'en finissait pas de me fasciner en me disant mais comment tout ça peut marcher? Parce que quand même, ces planètes bien éloignées de nous et avec tous les bémols qu'on peut entendre autour de cette discipline de l'astrologie. Et donc j'ai décidé d'étudier. Il y a un moment où je me suis dit pour en avoir le cœur net, je suis donc partie sur les bancs de l'école en Angleterre avec la Faculty of Astrological Studies. Parce que si je suis Sagittaire, j'ai un petit ascendant Capricorne. Le Capricorne, il a besoin de choses assez académiques et structurées. Donc je me suis dit, où est-ce que ça me semble sérieux? Et cette faculté qui a à peu près un siècle, qui donne des cours l'été à Oxford, me semblait le comble du sérieux en l'occurrence. Donc j'ai étudié là-bas, vraiment dans cette idée de je veux voir si ça marche, en faisant ma propre lecture des choses. Et donc une fois encore, à ce moment-là, je n'avais aucunement conscientisé l'idée que je deviendrais astrologue. Je n'imaginais même pas que c'était un métier à cette époque-là. Et t'avais jamais consulté des astrologues avant? J'en avais consulté un ou deux pour un peu travailler mon thème, mais c'est pas les choses qui m'avaient le plus mis en pamoison ou en questionnement. C'était plus justement dans le déroulé du quotidien, dans ce qu'on appelle les transits, c'est-à-dire une nouvelle lune ou certains aspects du ciel, qui quand je les écoutais, je suis beaucoup encore d'ailleurs d'astrologues américains notamment et anglo-saxons, j'étais étonnée sur à quel point ça résonnait avec ce que je pouvais vivre. Et souvent, je m'amusais aussi, toujours avec ce côté très structuré que je peux avoir. Je demandais autour de moi, aux copines ou même à des inconnus, genre vous comment ça va en ce moment? Et je voyais que ça avait du sens, il y avait une concordance. Donc c'est comme ça en fait que c'est plus cet aspect très collectif dans la proposition d'observation et de mouvement que je me questionnais, tu vois, plus que même sur mon thème et voilà, qu'est-ce que mon thème raconte? Il y avait ce truc collectif que je trouvais hyper impressionnant. Et au fil des années, une fois que j'ai été officiellement diplômée, que j'étais capable de lire un ciel de naissance, qu'on appelle un thème astral, c'est-à-dire la carte du ciel au moment où on est, qui est censée, moi je l'appelle votre boîte à outils cosmique, ça raconte qui vous êtes, avec cette idée que c'est pas du tout figé, c'est évidemment un truc en pleine explosion, floraison au fil de la vie, et surtout l'idée c'est qu'est-ce qu'on en fait, plus que qu'est-ce qu'on a là-dedans, et au fil du temps, j'ai donc au départ commencé à faire ça pour des amis qui me questionnaient parce qu'évidemment ça éveille des curiosités. Et
et ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque-là, déjà, j'avais donc quitté ce métier de la communication et j'étais partie m'installer une bonne partie de l'année en Grèce, dans une petite île des Cyclades, où j'avais, il y a plus de 10 ans, donc à l'époque où ce n'était pas encore très très développé, commencé à organiser des semaines de yoga. Je déteste le mot retraite, que je trouve très moche, c'est pour ça que j'ai toujours dit yoga weeks ou semaines de yoga. Et à l'époque, en fait, si on voulait faire du yoga, moi j'en faisais déjà depuis une dizaine d'années, donc c'était quelque chose qui était déjà très très puissant dans ma vie. Mais soit en gros on partait dans un ashram en Inde, voilà, c'était un peu les seules options. Et là, l'idée effectivement, c'était de recevoir dans des endroits un peu différents, où il y avait aussi un certain savoir-vivre ou en tout cas un environnement peut-être plus doux. Et donc c'était ça que je faisais en Grèce. Et ça s'appelait le Yoga Mama Club en l'occurrence. Et au moment où j'ai vraiment été pleinement diplômée et que je commençais à avoir pas mal d'expérience avec ce cercle proche, en fait le Covid est arrivé. Et tout à coup, mes séjours de yoga, c'était très compliqué alors qu'on ne pouvait pas voyager. Et c'est comme ça, quelque part, que l'univers, à mon sens, m'a un peu poussée dans la piscine en me disant, voilà. Donc maintenant, quelles sont les options? Est-ce que tu rentres à Paris? Et ça me semblait très complexe. Ou est-ce qu'effectivement, j'allais vraiment essayer de déployer ce nouvel outil? Avec bien sûr toutes les questions, voire les angoisses derrière, à me demander comment tout ça pouvait prendre forme. Donc c'est là que tu as commencé à faire ton Instagram, c'est ça? Et c'est exactement là que j'ai commencé à prendre la parole sur Instagram et déployer tout ça. C'est vachement intéressant parce que en fait, en gros, c'est tout le monde a dit, en fait, il y a plus de contact. Et c'est là, tu as fait, ok, alors moi, je vais trouver du contact. Et donc, je vais essayer par ce biais-là. Et c'est ça qui est magique, en fait. Alors j'imagine que c'est aussi un moment où Instagram a été très utilisé d'ailleurs parce qu'on y avait des lives dans tous les sens, on se connectait les uns aux autres, etc. Mais c'est vrai que pour moi, et finalement, il y a eu beaucoup avec le recul, parce qu'une fois encore, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme ça que je vous raconte l'histoire maintenant. Sur le moment, j'étais quand même très très angoissée une fois encore à l'idée de waouh, je vais revenir à la communication pour payer mon loyer en gros, qui était vraiment quelque chose qui me semblait impossible. Mais ce qui était drôle, c'est que finalement cet espace Covid qui faisait que tout était au ralenti, m'a en fait permis justement de poser cette pratique parce que ça se construit pas en un jour bien entendu, et avec le temps et le fait que la vie entière était au ralenti, de vraiment pleinement m'inscrire là-dedans. Et donc aujourd'hui, et parfois à ma grande surprise, c'est mon métier. J'en vis de manière stable, ce qui est une merveille et un miracle dont je me réjouis au quotidien. Et tout ça pour revenir au sujet de départ, qui était vraiment de dire comme quoi, effectivement, ces germes de passion ou de goût très prononcé qu'on peut avoir dès l'enfance, je trouve qu'il y a toujours des pépites à aller parfois débusquer d'ailleurs pour y revenir et s'en rapprocher plus grand. Quand on est devenu plus raisonnable, voire trop raisonnable. Et du coup, il est jamais trop tard. C'est ça qui est génial. C'est parce qu'on a ces idées quand on est peut-être jeune ou petite, même enfant. Et puis, même après 40, 50, moi, je pense même à 60 ans, si on a vraiment envie de faire quelque chose, on en est capable, quoi. L'impression que j'ai d'ailleurs à ce sujet, c'est que quand j'ai l'occasion de parler à des gens plus jeunes, je trouve que la nouvelle génération, moi je viens d'avoir 50 ans, a tendance à s'autoriser ça plus tôt, plus facilement, plus rapidement. Je trouve qu'il y a quand même un éveil et une façon d'envisager le monde, peut-être de par sa densité actuelle, et puis aussi la vie, où j'ai l'impression que les gens suivent plus facilement cette ligne de leur passion ou de ce qui les anime vraiment qu'on le faisait peut-être. Et puis après, c'est vrai qu'il y a aussi, alors même astrologiquement, des cycles de vie, et notamment il y a des passages qui vont être les mêmes à peu près pour tout le monde sur certains moments de vie, notamment autour de 40 ans, ces oppositions d'Uranus, la planète qui veut nous réveiller, qui peuvent correspondre à ces moments où on se dit mon Dieu, mais je suis passé à côté de ma vie, je veux devenir magicien ou pilote de l'air, et où on amène aussi des grands moments de métamorphose et d'explosion dans nos vies. Du coup, Uranus, il passe souvent pour tout le monde à la quarantaine, c'est ça? C'est toujours à peu près autour de cette période il y a plusieurs moments où il va venir interagir avec nous. Mais c'est vrai qu'on a en astrologie, on entend souvent parler de certains passages comme Saturne, qui est la planète de la maturité et qui vient faire ce qu'on appelle le retour de Saturne autour de nos 30 ans. Donc c'est là qu'on prend des décisions d'adultes. Donc ça peut correspondre à ces moments où on prend notre premier job, on achète notre premier appartement, peut-être qu'on se marie en tout cas. Tout ça est un peu caricatural, mais c'est un petit peu ça que Saturne appelle. Et c'est vrai que ce mouvement d'Uranus autour des 40 ans, c'est vraiment des moments où Uranus, il veut nous réveiller à une conscience supérieure. C'est ça son principe à lui, c'est de nous dire est-ce que tu es sur la bonne trajectoire, est-ce que tu as vraiment suivi tes rêves ou écouté tout ce qui t'appelait. Donc ça peut correspondre à des moments où on a des ruptures de vie ou en tout cas des accélérations pour aller vers ça.
Et ça, qu'on ait n'importe quel thème, c'est valable pour tout le monde? Tout à fait. Parce qu'en fait, ça, c'est les cycles qui veulent dire que c'est ce qu'on appelle les retours des planètes. C'est le moment, en fait, où Saturne, typiquement, il a un cycle de 28 à 30 ans. Donc, au bout de 28-30 ans environ de naissance, il va revenir là où il était au moment où tu es né. Et pour information, c'est aussi ça notre principe d'anniversaire. En fait, le jour de notre anniversaire, c'est le jour où le soleil revient exactement au même degré dans cette roue du zodiaque que là où il était quand t'es né. C'est ce qu'on appelle la révolution solaire, qu'on travaille aussi en conséquence, ces consultations qu'on fait le jour de votre anniversaire pour voir à quoi va correspondre votre année en fonction de ce mouvement. Génial, c'est bientôt mon anniversaire. Ouais, alors, t'es de quel jour? Moi, c'est le 3 juillet. Donc, petit Cancer. Ouais. Et toi, Angélica? Du 27 janvier. Donc, petit Verseau, comme vous le savez, toutes les deux, évidemment. Généralement, on connaît notre signe solaire, mais... Et ce qui est intéressant, la question que j'avais à poser, c'est parce qu'on connaît notre signe solaire. Alors, certains connaissent pas leur ascendant, mais pour le calculer, on peut leur donner en ligne, c'est assez simple, en fait. N'importe quel... Il y a un truc que tu veux nous conseiller ou... En fait, c'est très facile d'éditer son thème astral. Alors déjà, notre thème, c'est la photo du ciel au moment où on est né. Donc, on a juste besoin, la date en principe, on la connaît, le lieu aussi. On a besoin de l'heure précise, qui est importante parce qu'en astrologie, c'est ce qui va définir notre ascendant. L'ascendant, c'est pas une planète, c'est la ligne d'horizon au moment où on est né. Et cet ascendant, il va dépendre une fois encore de l'heure précise à laquelle on est né. Donc, souvent, je dis de vérifier même dans un livret de naissance. Si on l'a complètement perdu, on peut toujours écrire à sa maternité, qui en principe a des archives. Et puis, il y a effectivement en ligne, de manière très simple, si vous tapez thème astral gratuit, il y a des milliards de sites qui le proposent. Ce sont des logiciels absolument précis qui vont vous éditer la carte sans aucun souci. La seule chose étant qu'en réalité, une fois que vous avez ce truc-là, bon, c'est quand même assez compliqué à lire, on va pas se mentir. Mais en tout cas, ça vous donnera effectivement votre position d'ascendant, savoir si vous êtes ascendant taureau ou vierge, et puis votre signe lunaire qui est aussi souvent le troisième grand pilier. C'était ça la question. Oui, Qu'est-ce qu'on en fait de ce signe lunaire? En fait, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent on connaît effectivement notre signe solaire, on sait qu'on est bélier, on sait qu'on est balance, parce que ça correspond effectivement au placement du soleil dans notre thème, et que c'est comme ça qu'on se définit. Parce que le soleil, c'est le cœur de notre système solaire, donc on estime que cette planète, qui va parler de notre rayonnement, de la façon dont le monde nous voit et la façon dont on va irradier nous aussi de cette énergie solaire, elle est très très définissante. Mais en réalité, quand on commence à creuser toute la richesse de l'astrologie, il y a plein d'autres planètes. Alors accessoirement, le soleil n'est pas une planète, c'est une étoile comme vous savez, et puis la Lune est un de nos satellites, mais ensuite, de Mercure à Pluton, toutes ces planètes, elles aussi, elles occupaient un emplacement précis au moment de votre naissance, dans un des 12 signes du zodiaque, qui est donc cette grande roue avec ses 12 archétypes. Et donc, vous avez peut-être votre lune en taureau, vous avez peut-être Pluton en balance, etc., etc. Et tout ça va faire que votre photo du ciel de naissance, elle a une configuration unique. Alors, vous allez me dire évidemment n'importe qui est né à peu près au même endroit à la même heure que vous aura sur le principe cette même carte. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de le voir comme une boîte à outils. Et moi, c'est toujours le nom que je donne à votre thème de naissance, cette idée que c'est votre boîte à outils cosmique avec laquelle vous allez ensuite avoir libre arbitre de vous servir de la clé anglaise ou du marteau ou d'aucun de tout ça. Vous allez peut-être découvrir très tard que vous aviez aussi un tournevis au fond de la boîte, etc. Et je trouve que ça, c'est très important et c'est un de mes axes de travail essentiels, c'est de sortir de cette notion d'une astrologie qui serait enfermante ou déterministe, ce côté fataliste qui, moi, accessoirement, me donne de l'urticaire à titre personnel et qui n'est pas du tout la manière, à mon sens, dont on travaille en astrologie moderne, qui est une fois encore de voir le potentiel, mais aussi les appétences. En fait, c'est Carl Jung qui travaillait beaucoup avec l'astrologie, dans son travail thérapeutique, parce que tout le genre de symboles et d'archétypes l'intéressait en réalité. Et son propos, j'aimais bien comment il le résumait, il disait ce qui est important, c'est que tout est une part d'expression. Donc il y a cette notion à travers ça qu'il n'y a rien qui soit bien ou pas bien. Si vous avez beaucoup d'énergie yang et qu'il y a une volonté, une impulsivité qui est forte, moi j'explique souvent qu'il va être assez inutile d'essayer de cabrer cet étalon. L'idée, ça va plutôt de trouver des aboutissements pour utiliser cette énergie d'une manière qui soit constructive pour vous et peut-être d'ailleurs aussi pour les autres. C'est peut-être ça votre chemin. Et c'est là que je trouve qu'il y a de la beauté dans la façon de l'envisager, quoi. Et du coup, parce qu'on entend souvent que à partir de 40 ans, tu deviens ton ascendant et plus ton signe, tu perds ton signe. Donc, il y a un truc, moi, je suis un peu triste de perdre mon signe parce que je l'aime bien. Mais c'est vrai, il y a un truc où tu switches sur un autre signe, où
c'est une légende urbaine? Alors c'est vrai que je réalise quand tu me poses la question, Angélica, que je n'ai pas vraiment répondu à l'histoire de signes lunaires, etc. Mais c'est pas grave, tu vas, c'est pas grave, c'est très bien. Mais je tu vas vais du pouvoir coup y y revenir. retourner. C'est qu'effectivement, en fait, le grand trépied, on va dire, de votre thème, quand on joue les astrologues en herbe et qu'on n'a pas forcément la capacité de tout lire, c'est assez long et compliqué. Le soleil, la lune et l'ascendant, c'est vraiment déjà une belle caricature de notre portrait astrologique. En 2 mots, le soleil, effectivement, il va correspondre à cette énergie primaire qui émane de nous. Moi, je dis souvent, alors je précise moi, parce que des astrologues pourront vous en parler exactement à l'opposé, donc j'assume que c'est ma position par rapport à mes milliers de consultations maintenant. Le soleil, souvent, c'est l'énergie donc primaire que vous allez montrer au monde. Souvent une énergie dans laquelle dont vous n'êtes pas au départ très conscient. C'est vraiment ce qui rayonne au-delà même de votre perception. Et je dis souvent que du coup, c'est ce que les autres vont voir de vous en première instance. Les qualités qu'ils vont vous prêter, notamment quand ils vous connaissent peu. L'ascendant, et c'est là où je me démarque de certaines visions de certains astrologues, pour moi, va marquer justement qui vous êtes quand on vous connaît un peu mieux. Pour moi, l'ascendant, il va émerger quand il y a un échange un peu plus intime, qu'on rentre un peu plus dans votre vision de la vie. Parce que c'est ça dont parle dans votre ascendant, qui, comme je vous le rappelle, est cette ligne d'horizon au moment où vous êtes né. Donc, quand on regarde l'horizon, on se projette sur demain, ou en tout cas sur l'avenir. Donc, il y a l'idée que l'ascendant, notre signe d'ascendant, parle de comment on envisage la vie et comment on projette tout ça. La lune, elle parle de notre monde émotionnel. C'est l'astre de nuit qui, bien sûr, parle de ce qui est plus caché, subtil, réceptif. Donc, elle va beaucoup parler de nos besoins, comment on s'en nourrit, de notre rapport justement à cette notion de sécurité et de protection. Donc, on a finalement la face très ouverte, la phase intime, la phase aussi plus sensible à travers ces 3 placements. Et on va tout de suite comprendre selon leur équilibre, si tout ça vient un peu en résonance, avoir une grande idée de comment la personne fonctionne. Et si on dit souvent que votre ascendant émerge de plus en plus, moi, mon analyse personnelle, c'est que on se connaît de plus en plus. Et que finalement, si cet ascendant, il parle un peu de notre façon d'envisager le monde ou qui on est, quand finalement on est peut-être plus à l'aise ou dans un cadre plus intime, j'ai envie de vous dire, on va de plus en plus se laisser aller à cet ascendant parce qu'on va peut-être être moins dans quelque chose d'extraverti et de travailler pour l'extérieur. Mais en aucun cas, vous ne perdez votre soleil. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Ça va aller rassurer. Verseau sera toujours une énergie de base et certainement aussi quelque chose que les autres voient beaucoup en toi. Donc c'est comme ça un peu que ce grand trépied fonctionne. Ouais, c'est hyper intéressant. Du coup, les gens, déjà juste avec ça, ceux qui ont déjà fait leur petit thème et ou qui nous écoutent, qui ont fait pause, ils peuvent déjà avoir une petite idée en fait. Bien sûr. En fait, j'avais une question par rapport à ces 3 signes parce qu'il y a la terre, l'eau, le feu, L'air. et l'air. Et imagine, les 3 sont terre, les 3 sont eau, les 3 sont, enfin, c'est vrai qu'il y a une espèce d'équilibre. Moi, je sais que j'ai sur mes 3 signes, j'ai 3 éléments. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui, enfin moi, dans ce qu'on m'a dit, c'est que c'est un peu équilibré. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, faites-vous tellement confiance, même intuitivement, sur des principes astrologiques, parce que l'astrologie, elle s'est construite sur des observations de nos ancêtres et avec beaucoup de bon sens. Donc, il semble évident, et tu as complètement raison, hein, Sarah, si sur les 4 éléments donc, avec lesquels on travaille en astro, il y a un équilibre entre les 3, il y a l'idée que tout ça va, donner quelque chose effectivement d'assez posé et ancré. De la même manière que si on a une dominante d'air, ça voudra pas me dire la même chose que ça, si on a une dominante de feu, mais je réinsiste sur le fait que c'est une question qu'on me pose souvent en consultation quand j'analyse des thèmes ou qu'on travaille l'année de quelqu'un ensemble. Il y a vraiment cette notion que il n'y a pas finalement de est-ce que c'est bien ou pas bien, mais et on va pouvoir s'amuser à faire l'exercice. Si effectivement j'ai une dominante d'air, comme le disait Jung avant moi et de manière certainement bien plus poussée, il y a l'idée de comment j'utilise cet air, qu'est-ce que j'en fais pour qu'il soit bien utilisé. Parce que c'est ça aussi la notion derrière ce que Jung disait, c'est que si j'en fais rien ou si j'essaie même de contrecarrer cette énergie, là ça peut devenir un vrai bazar. Donc dans les 4 éléments, si ça vous amuse C'est simple et comme ça les gens ils vont pouvoir garder leur thème. Bien sûr. C'est bien de savoir que si par exemple ta terre, pas un déséquilibre non plus. C'est aussi une des choses qui était très importante pour moi dans ma pratique, dans mon expérience de l'astrologie avec d'autres consultations que j'avais pu faire qui m'avaient plutôt perturbée et accessoirement j'ai aussi eu des personnes en consultation qui justement étaient un peu traumatisées de l'astrologie
ou d'autres pratiques d'ailleurs par rapport à des façons de faire. Et c'est aussi vraiment comme ça que éthiquement, elle m'a été enseignée. C'est l'idée de toujours comprendre que déjà, on ne sait pas comment on va utiliser ces énergies et que c'est toujours effectivement une question de quelle utilisation et quel potentiel on en fait pour en tirer le meilleur. Et qu'il y a une fois encore pas ni de fatalité, ni de c'est bien, c'est pas bien. Ce qui est évident, c'est chaque élément, il a une fonction. Donc on va dire qu'on va commencer avec l'air. L'air en astrologie représente toute la sphère du mental, de la réflexion, notre capacité à être objectif, à prendre de la distance pour raisonner. Donc ça, c'est les signes du Gémeaux, de la Balance et du Verseau, qui chacun à leur manière veulent faire un espace où on communique, chacun a l'espace pour donner son point de vue, où on trouve un accord ou en tout cas un espace où chacun peut s'exprimer, qui s'intéresse à l'autre et qui sont dans ce monde des idées. Donc, quand on a beaucoup d'air, on va en comprendre que intellectuellement, on va peut-être avoir une certaine agilité, un besoin de curiosité, d'être nourri, voire très actif dans sa tête. On comprend aussi facilement vers quoi ça peut tendre en termes de déséquilibre, surcharge mentale, même un peu d'anxiété parce que le cerveau ne s'arrête jamais. Donc ça, c'est à chacun d'observer comment ça peut se placer. J'ai pas d'air, moi. Bon, c'est pas comme ça. Non, c'est moi qui ai l'air. C'est moi qui ai l'air, justement, ça me parle. C'est parce que je croyais qu'elle me disait que c'était pour moi. Ouais, oui, pour moi. carrément. Mais moi, j'en ai pas d'air, tu vois, alors que Mais tu pourtant, ne sais pas, parce que là, tu parles du trépied, mais tu connais pas tes autres Oui, mais planètes. je crois que j'ai tout. Enfin, moi, quand j'avais vu une astrologue, elle m'a dit j'avais vraiment tout et que j'étais genre limite autosuffisante, c'est ce qu'elle m'a dit. Parce que donc mais c'est complètement vrai ce truc de. Ce qui est intéressant, c'est que généralement, quand on a un gros déséquilibre, on va aller chercher l'élément ailleurs, avec d'autres personnes. Et typiquement, j'ai l'impression de ce que j'entends, je connais pas tout le thème d'Angelica, mais typiquement, tu es associé dans beaucoup de projets avec quelqu'un qui a beaucoup d'air, qui est déjà est en Verseau et qui va t'amener cette dynamique. Et ça, c'est souvent amusant parce qu'on va combiner autrement, tu vois. Et bien sûr, il y a aussi toujours la notion, voilà, on est né avec ça dans notre boîte à outils, on a exactement choisi notre thème astral, hein, c'est ça la logique, c'est de dire on choisit notre famille, le moment où on est, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas j'aime bien cette idée. Donc vous avez exactement dans votre boîte à outils ce qui est nécessaire pour aller vers ce que vous êtes venu pour faire. Donc l'air, en tout cas, ça va donner cette particularité. La terre, ça va. Là, pareil, c'est très logique aussi, sans même qu'on ait vraiment à l'exprimer en archétype. La terre, c'est la matière, l'ancrage. Là, on va parler des signes du Taureau, de la Vierge et du Capricorne, qui sont quelque part des faiseurs, ceux qui donnent forme, donc où il y a de l'ambition, un sens de l'organisation, un pragmatisme, qui ont aussi besoin de la matière dans l'idée de sécurité et de protection pour se sentir à leur place, qui vont avoir un certain goût de la routine. C'est plus un côté plus conservateur avec ce signe, puisqu'une fois de plus, on est dans de la matière et cette idée de transmission de choses qui ancre. Donc quand on a beaucoup de terre, évidemment, on va être quelqu'un de loyal, de posé, sur qui on peut compter, hein, comme l'image d'un bon pilier bien costaud. Et évidemment, on comprend aussi quand il y en a trop, potentiellement, il y en a du mal à bouger, à sortir de ce côté parfois très matérialiste, ou en tout cas très figé sur du rationnel, du pragmatique, des choses qu'on peut toucher et s'élever sur un autre plan. Le feu, pareil, assez logiquement, le dynamisme, l'impulsivité, la capacité à démarrer l'action, à prendre aussi ses places de leadership. Ce sont les béliers, les lions et les sagittaires, qui souvent sont d'ailleurs des signes dans les personnalités qui rayonnent assez fortement sur leur individualité. Le feu, il sert à ça. Il sert à oser dire, voilà qui je suis, voilà ce que je veux, je prends ma place. Bon, on a bien compris que s'il y en a trop, ça peut être un peu auto-centré et prendre beaucoup de place. Hein. Ça, c'est toujours une histoire d'équilibre. Mais on en a aussi besoin parce que justement, c'est l'énergie qui, une fois encore, donne du courage et permet aussi de se positionner en tant que personne avec une individualité, des besoins et des exigences. Le feu va représenter ça. C'est aussi les passions, bien sûr, et les désirs. Hein, donc ça, c'est ce qui permet à connecter à des choses qui nous mettent dans cette énergie de vie. Et puis enfin, l'eau. Donc là, on parle des cancers, des scorpions et des poissons. L'eau parle du monde de l'affectif, de l'émotion, évidemment tout le corps sensible et plus subtil. Les signes d'eau, ils ont en commun que pour eux, vraiment un des focus, c'est la qualité de la relation humaine, de l'empathie, de la compassion et de la manière dont les échanges se font. C'est des gens qui vont alors prendre les choses plus personnellement parce qu'il va y avoir un degré de sensibilité évidemment qui peut aller jusqu'à un côté écorchévique où tout devient personnel avec ce sujet de c'est pas ce que tu as dit, c'est le ton sur lequel tu me l'as dit. On peut avoir un truc
un peu une dépendance affective quand l'énergie est trop dense, ça va être compliqué d'être dans autre chose que ce rapport à l'autre. Et quand on en manque, évidemment, ça va être plus compliqué de sentir, se faire confiance. Même, c'est aussi l'élément qui nous permet de connecter à nos besoins, à notre intuition, à ce monde aussi un peu plus subtil qui peut nous habiter. Donc c'est ça à quoi va correspondre cet élément. Donc on a tous un mélange de ça. Il y a peut-être un élément qu'on n'a pas du tout. Ça veut pas dire si on n'a pas d'eau, ça veut pas dire qu'on n'est pas sensible, mais ça veut dire que ça va pas être nécessairement le mode de fonctionnement ou d'appréhension du monde primaire. Oui, puis c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, si il y a que trois placements, mais dans le thème, il y a peut-être si par exemple, moi je prends mon exemple, si j'ai pas d'eau, si j'ai pas d'air j'en ai ailleurs. Donc en fait, c'est dur aussi de dire juste avec les trois placements, c'est pas évident de faire un thème en entier. Complètement. Vous pouvez regarder ces 3 placements, mais en réalité, quand moi je travaille sur un thème, j'intègre beaucoup, d'autres planètes. Je peux pas rentrer dans trop de technicité, mais effectivement, on se concentre sur les planètes personnelles et certains placements comme l'ascendant et le milieu de ciel pour aller regarder cet équilibre au-delà de ces 3 planètes pour comprendre effectivement comment ça se joue. Et ça, c'est vrai que ça va donner aussi une dynamique intéressante pour comprendre la personnalité. Et du coup, souvent, on peut faire des thèmes astro à plusieurs, avec son conjoint ou avec des bonnes amies, pour justement voir qu'est-ce qu'on allait chercher chez l'autre. C'est ce que tu disais un peu tout à l'heure. Alors moi, je dis toujours de faire très attention, tu sais, à ces caricatures de je suis taureau, je déteste les scorpions, parce que comme vous l'avez, je l'espère déjà compris, comme en fait on est bien plus que notre signe solaire. Peut-être que vous pensez détester les scorpions alors que vous êtes ascendant et lune en scorpion. Donc écoutez, ça ne marche pas cette histoire. Et c'est vrai que c'est ce qu'on appelle en astrologie la synastrie, c'est le travail de thèmes qu'on croise. Donc je vais prendre par exemple celui d'Angélica et de Sarah et regarder, ok, qu'est-ce qui se passe entre vos lunes, qu'est-ce qui se passe, que ce serait intéressant de voir vos mercures, puisque vous êtes dans la communication et l'échange d'idées autour et vos personnalités de ce podcast, et de comprendre comment tout ça vient créer une dynamique. On regarde aussi dans ces cas-là qu'est-ce que vos soleils mutuels éclairent chez l'une et chez l'autre. Et c'est là qu'on va vraiment avoir une idée un peu de ce qui se joue dans la relation. Alors moi, un de mes axes de travail, je fétiche aussi, c'est de travailler tout ce qui est karmique, parce que ça, c'est toute une nouvelle phase aussi de l'astrologie qui est très en vogue depuis, on va dire, les années 70, et qui vient aussi mailler et donner encore plus de matière et enrichir les possibles dans tout ça. Ouais. Donc quand tu parles de ce qui est karmique, c'est par rapport à des vies qu'on a pu avoir ou par rapport à du transgénérationnel ou les deux mélangés? Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on met dans la boîte magique et un petit peu tarte à la crème aussi, celle-là, du karma. En fait, ce qui se passe, c'est que l'astrologie védique, évidemment, astrologie pratiquée notamment en Inde, tout est karmique pour eux. Donc de toute façon, pour eux, tous les placements dans un thème vont raconter aussi d'où on vient. Mais il y a un axe sur lequel on travaille particulièrement, notamment avec la tradition védique, pour comprendre cette notion de karma et de dharma, c'est l'axe des nœuds lunaires. L'axe des nœuds lunaires, en fait, c'est l'axe sur lequel se passent les éclipses et qui, bien sûr, dans votre thème de naissance, était positionné dans un certain axe, puisque l'axe des nœuds lunaires, ce ne sont pas des planètes, c'est l'alignement parfait Soleil, Terre et Lune pour créer ce phénomène des éclipses. Et celui-ci, tous les 18 mois, il change d'axe. Donc, en ce moment, il est en Bélier-Balance. À partir de l'année prochaine, il sera en Poisson-Vierge, etc. Et il reste 18 mois dans cette thème. C'est une grande leçon qu'on travaille tous collectivement. Et dans votre thème, il est donc quelque part. Et cet axe, il est censé raconter, à travers le point sud, d'où l'on vient, donc pour les Indiens, des notions karmiques, et le point nord, vers quoi aller, le dharma, qu'est-ce qu'on doit développer dans cette vie. Dans ce karma, effectivement, moi, je regroupe plusieurs trucs. Déjà parce que, dans cette approche dont on parlait, je pars du principe que tout le monde ne va pas connecter à l'idée de karma. Moi, je ne suis absolument pas là pour faire bouger les systèmes de croyances de chacun. Donc, quand on discute d'un axe lunaire, on partage sur le fait que ces personnes sont connectées à l'idée de vie passée, de réincarnation, et donc ils sont à l'aise avec l'idée de karma ou non. Et auquel cas, on peut aussi le travailler à travers du transgénérationnel. Peu importe, l'idée c'est que c'est cette empreinte énergétique. C'est l'idée que ça va être travers ce point sud, on a l'idée de qu'est-ce qu'on a déjà bien coché comme case, moi je l'explique souvent comme ça, qui fait qu'on peut avoir des réflexes, des phobies, qu'on a quelque part dans une zone de confort avec ce truc. Parce que le problème de notre point sud dans nos nœuds lunaires en astrologie, c'est que dès qu'on est un peu en tension, c'est là qu'on va, alors que justement, faudrait aller à l'opposé. Voilà, c'est vraiment le réflexe. C'est la belle leçon quand même. Ouais. Et ce que j'aime avec cet axe, c'est que dans tout votre thème, comme je vous le disais, et comme moi en tout cas j'aime vraiment l'envisager, tout est une proposition et un outil
à envisager, sauf un axe qui est vachement directif, c'est celui-ci. C'est le seul point pour moi de votre thème qui dit, alors là, non, on veut pas que t'ailles par là, on veut que t'ailles par ici. Sinon, le reste, finalement, c'est open bar, vous faites bien ce que vous voulez. En tout cas, il y a vraiment une idée de libre arbitre absolu. Et cet axe des nœuds lunaires, donc, il va souvent venir effectivement connecter à des souvenirs, donc une fois encore, on peut le travailler différemment. Et moi, ce qui me fascine, c'est que quand je fais des consultations, je travaille que cet axe, où effectivement, on va vraiment passer particulièrement de temps là-dessus et vraiment creuser. Et très souvent, c'est des personnes qui auront déjà travaillé sur des dynamiques karmiques d'une manière ou d'une autre. Et souvent, quand je raconte moi ce que j'ai, ce que ça m'évoque, et là c'est un travail aussi de mon côté qui est assez intuitif, si les gens ont travaillé autrement, souvent je raconte une histoire qu'ils ont déjà entendue. Et c'est là aussi où l'astrologie n'en finit pas de me fasciner, c'est qu'on retombe sur les mêmes trucs en fait. Il y a d'autres points dans le thème. Il y a Chiron qui va aussi nous renseigner sur des vulnérabilités et des choses qui peuvent faire référence au karma. Donc on a Lilith également, la lune noire. Donc il y a plein de petites choses, mais Et Jean Chiron, tout le monde l'a dans son thème ou pas? bien sûr, Chiron, c'est un astéroïde qui a été découvert dans les années 70, qu'on appelle le guérisseur blessé, qui parle, moi je l'appelle le caillou dans la chaussure. Donc pareil, vous l'avez évidemment, il est quelque part, il est dans un signe et dans une maison sans rentrer dans trop de complexité. Donc évidemment, lui aussi, alors, et une fois encore, je trouve que c'est important de s'adapter à ce que chacun est, au système de croyance, en tout cas de vision du monde de chacun. Chiron, il peut être simplement expliqué à travers votre dynamique d'enfance, la place que vous aviez dans la fratrie, souvent c'est à ce moment-là qui se joue. Tout comme il peut effectivement être aussi connecté à du karma et ça on ira enfin en tout cas je vais dans cette direction quand effectivement ça résonne. On a trop envie d'aller venir te voir, tout en thème astral. Ça y est, je le mets pas. Comment ça se passe une consultation avec toi? C'est on prend rendez-vous et on te donne juste nos infos, heure de naissance, tout ça. Après, toi, t'étudies le thème, puis tu rappelles la personne ou en visio, et tu élabores le truc ou... Alors, comme en bon petit Sagittaire, je suis toujours entre plusieurs pays et en mouvement un peu perpétuel. Tout se passe par Zoom. Ce que j'aime bien en fait aussi avec ce système, c'est que toutes mes consultations, elles sont enregistrées, ce qui veut dire qu'en fait, vous allez garder et la vidéo et l'audio que je vous envoie après pour y revenir. On prend rendez-vous sur mon site. Il y a souvent quand même quelques semaines d'attente, donc, précision. Et l'idée, c'est que moi, ce qui m'intéresse à travers cette lecture, et c'est pour ça aussi que beaucoup d'astrologues aujourd'hui ne font plus rien d'écrit. Moi, évidemment, je le prépare en amont. Moi, j'ai mes notes. Mais plutôt que de donner un rapport écrit qui peut être très enfermant, je trouve que l'intérêt d'un audio et d'une vidéo que vous pouvez re-regarder, c'est que vous allez raisonner avec des trucs et intuitivement entendre peut-être des choses différentes plus tard ou vous connecter à des trucs que vous n'aviez pas du tout entendu la première fois. Et pour moi, c'est beaucoup plus précieux parce qu'il faut pas oublier, et ça aussi dans le choix de l'astrologue vers laquelle vous vous tournez, on est obligatoirement subjectif, même si on essaye de faire le travail le plus centré possible et le plus objectif possible, c'est en réalité absolument impossible. Évidemment que mon histoire, elle va teinter la manière dont j'observe des choses pour vous, et c'est pour ça que le choix de la personne avec qui vous raisonnez, elle me semble essentiel, que vous sentez une certaine accointance, tout comme vous allez choisir votre psy ou même un masseur. Idéalement, il faut quand même quelqu'un dont vous aimez le toucher, avec qui vous vous sentez en connexion, parce que moi, par exemple, je sais que j'ai cette approche alors très responsabilisante, très positive aussi, très optimiste. Un bon Sagittaire, je veux croire que l'univers est toujours à nos côtés, même quand on tombe du vélo. Il y a une bonne raison pour ça. Et c'est vrai que ça peut être alors confrontant pour certaines personnes qui ont peut-être besoin d'un accompagnement plus rond et plus c'est la faute à pas de chance. Moi, c'est pas mon style et c'est ok. Chacun va chercher ce dont il a besoin. C'est bien, ça fait plus avancer, je trouve. Moi, je trouve, mais c'est en ça que je dis que c'est subjectif. Des personnes peuvent avoir un moment besoin des moments de vie, d'un truc vraiment peut-être enfin bref, mais je pense que dans ces cas-là, c'est pas moi qui choisiront et c'est pour ça que ce sera parfait. Et puis il y a aussi la question dans toutes ces pratiques aussi de la dépendance ou du côté de plus oser bouger sans avoir parlé à son astrologue ou à sa tarologue et tout, dont je ne veux absolument pas me prémunir. Et je dis souvent, je ne suis pas Madame Irma, ce qui est accessoirement une évidence parce qu'en astrologie, il y a l'idée de vous avez des outils. Après, il y a donc les mouvements aussi du moment qui vont, comme des vagues proposées aux surfeurs, donner un peu des ambiances. Mais vous restez le maître à bord, quoi. Donc ça, c'est vachement important aussi pour moi dans la posture. Donc les consultations, il y a aussi l'idée qu'il n'y a pas de notes écrites parce que dans ce cas-là, moi, je ferai mon analyse de ce qui me semble important pour toi, Angelica. Et c'est peut-être pas du tout ce que toi, tu auras trouvé important, en tout cas le plus précieux de la consulte. Donc
Mais c'est génial de pouvoir regarder sa trace et puis d'avoir une interaction. Et aussi, effectivement, comme tu disais, tu te vois aussi dans l'interaction. C'est-à-dire que quand tu écoutes un peu plus tard, tu vois comment tu as réagi à certaines choses aussi. Et puis sûrement que tu les as travaillées après. Et en fait, ça te... Alors, je sais que c'est pas toujours confortable pour tout le monde de se voir et de s'entendre. Ce qui me touche aussi beaucoup, c'est que parfois des personnes me disent en revoyant, waouh, je ne m'étais pas rendu compte que je faisais ci ou que je faisais ça, ou que je vous répondais comme si. Et là aussi, il y a quelque part une prise de conscience de comment on réagit. Ouais, c'est hyper intéressant. Hein. Ouais. Et nous, on le voit rien qu'avec le podcast, parce qu'on s'entend quand on s'écoute, parce qu'on fait les montages. Ouais. Et c'est vrai qu'on voit, c'est assez intéressant de s'observer aussi. Ouais. C'est là où on apprend, en fait. Parce qu'on peut nous raconter des choses, mais quand on se voit nous-mêmes faire, ça fait partie du package des séances. Je pense. Et moi, ce qui m'importe toujours, c'est ce que je dis beaucoup, c'est de donner des clés de conscientisation, des clés d'observation, et aussi de se faire confiance dans ce truc intuitif, de comprendre que, alors selon certains placements, par exemple les vierges qui sont très méthodiques, très orchestrées dans leur savoir, etc. C'est drôle parce que je sais à peu près que ce sont elles qui vont me demander, oui, bon alors, est-ce que vous pouvez me faire une note synthétique avec les 3 points les plus importants? C'est elles, enfin en tout cas quand il y a beaucoup de placements en vierge, tu vois, on va me demander ce truc de bon, alors si j'ai bien tout compris, petit 1, petit 2, petit 3. C'est très drôle parce que c'est évidemment... je suis ascendant vierge, donc ça pourrait parler, tu pourrais demander ça. Ça peut résonner pour toi, là, effectivement. Oui, pour être sûre d'avoir bien compris. Voilà, c'est ça, tu vois, il y a ce besoin d'être sûr que l'info ait bien été intégrée, etc. Donc bien sûr, on va s'en amuser aussi ensemble, tu vois, pour justement voir et être sûr que l'énergie ne devient pas trop envahissante pour toi. Mais moi, ce qui m'importe, c'est aussi de donner ces clés de prise de puissance et d'autonomisation à chacun, parce que je sais aussi que dans mon chemin de compréhension de moi, c'est ces clés-là qui ont été les plus fortes et les plus enrichissantes dans mon parcours, en fait, quand je me replaçais vraiment dans une position d'autonomie et de puissance, justement, et dans la décision. Oui, parce que quand on réalise quelque chose et quand c'est juste, c'est au bon endroit, donc c'est positif. Enfin, c'est positif. Quand c'est à l'excès et qu'on ne s'en rend pas compte, c'est là où on tombe dans quelque chose qui devient négatif. Quand c'est trop poussé et que si, par exemple, on reprend l'exemple de la Vierge, si c'est juste un petit 2 et que c'est en conscience de dire, ok, bon, faut être sûr d'avoir bien compris, mais si ça prend le pas et que ça devient quelque chose un peu plus, j'allais dire... pas schizophrénique, mais si. Et là ça devient, c'est de pas d'en avoir conscience en faisant le thème, on se dit ah ok d'accord, donc là je mets vraiment quand on a conscience des choses, je pense qu'on les digère plus et on est plus à même à les vivre. Moi, je sais que je dis souvent leur parler et d'expérience et je trouve que quand on a conscientisé un fonctionnement ou des schémas, 80 à 90% du boulot est fait. Après, ça va demander ce petit sursaut quand on sent qu'on va reproduire le même truc, de juste prendre cette inspiration, cette petite pause de quelques secondes où on décide d'enclencher un autre fonctionnement, où on ne remet pas la pièce dans le même jukebox, comme je dis souvent aussi. Et c'est ça, en fait, de changer. C'est juste de voir quel chemin on est encore en train de prendre et de décider de manière consciente. C'est souvent ça qui est là où il y a de la résistance, de dire tiens, je vais essayer autre chose. Tac. Et ça y est, le changement, il est fait. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, moi, il y a 2 axes en astrologie qui m'intéressent énormément et c'est en fait 2 axes sur lesquels je suis en train de travailler 2 projets de livres. Le premier, c'est l'idée que, et c'est ça qui m'a fasciné dans l'astrologie, c'est exactement sur ce principe où tu expliques qu'il y a ce curseur et des polarités. Chaque signe, il a à l'opposé la réponse, entre guillemets. Gardez à l'esprit que dans cette roue du zodiaque, donc à 360, il y a effectivement toujours un signe qui lui fait face. Et c'est là qu'on a une thématique très forte, c'est que quand la Vierge, on va dire, est à son paroxysme ou un peu trop en forme, un peu étouffante, et que ce côté tableau Excel, il faut que tout rentre dans des cases, que tout soit bien étiqueté et que tout soit parfaitement orchestré, est un peu fort, eh ben, on peut aller voir le signe d'en face pour comprendre où est l'échappatoire, la zone un peu de respiration. Et on arrive chez le Poisson. Et le Poisson, signe d'eau, hautement artistique, spirituel, perché, tout ce que vous voulez. C'est une énergie qui fait confiance à l'univers, qui n'en a rien à faire de la matière. Lui, il s'en fout de savoir si les pots de confiture sont bien étiquetés. Lui, ce qu'il veut, c'est rêver, être dans quelque chose de flottant et il fait confiance au timing. Là où si la Vierge voit quelque chose ne pas se faire, elle va se remettre en cause en se disant qu'elle avait mal préparé ou que le plan de route était mal fait ou qu'elle avait oublié tel détail dans l'agenda. Le Poisson, il va se dire c'est pas grave, c'est que l'univers a un autre plan pour moi. Et c'est là que la Vierge va retrouver des ressources qu'elle peut aussi, comme on le comprend, trouver le Poisson exaspérant
bien entendu, parce qu'il vient la confronter avec une énergie très différente. Mais dans les 12 signes du zodiaque, chacun va comme ça se répondre et pouvoir nous questionner sur où est-ce qu'on en est des deux. Et c'est donc moi c'est le deuxième thème qui m'intéresse, donc qui est vraiment mon axe de travail en astrologie, c'est justement ce côté un peu philosophique de ce que j'appelle, et j'en fais régulièrement sur Instagram, ce que j'appelle les astrophilos. C'est quelle thématique en fait de déploiement de réflexion vient poser chaque signe. Et évidemment, par exemple, le poisson, ça va vraiment tourner autour du lâcher prise et notre rapport à ça. La Vierge, ce sera plutôt la culpabilité et cette idée de quel est notre rapport à est-ce qu'il y en a une bonne qui nous sert à quelque chose ou non dans cet esprit philosophique. Et c'est ça aussi qui m'intéresse beaucoup dans l'astrologie, c'est que chaque saison, chaque signe nous fait poser une question sur notre rapport, le Bélier au désir, le Sagittaire à la foi, et ça c'est aussi un des grands axes que je travaille déjà depuis longtemps autour des 12 signes. On a hâte de lire tous ces livres. On te réinvitera pour que tu les pour la sortie des bouquins. En fait, pour en revenir au sujet karmique, ce qui était intéressant, et c'est là où j'ai compris qu'il y avait vraiment de la densité dans ces points, c'est que la première fois que vraiment ça m'a questionné, c'est qu'un jour je travaillais avec un homme d'ailleurs, et quand j'essayais de lui expliquer cette notion d'où il venait et vers quoi il devait aller, il y avait vraiment la notion que lui venait d'un point sud en Sagittaire, qui souvent va être un point qui va parler de personnes qui ont eu des incarnations où ils portaient vraiment cette idée de sagesse, où ils étaient là pour incarner la loi, tu vois, un peu en mode Moïse, l'étape de la loi, ou des je sais pas quoi, je pense à des rabbins, tout ça, ça me met plutôt dans la judéité, mais en tout cas, ça peut être des magistrats, des notables, des gens qui avaient ce rôle de justice et d'une loi qui devait faire respecter. Et il devait donc savoir, parce que c'est ça le job du Sagittaire, c'est d'avoir cette vérité. Et quand lui devait, dans cette vie-là, explorer le Gémeaux, ce qui est très compliqué, c'est que le Gémeaux, par essence, il pose des questions. Il sait qu'il sait pas, il s'en fout complètement. Il dit, ah bon, non, ça a aucune idée. Et toi, tu penses quoi? Et vous comprenez que dans cette dynamique karmique, il y a l'idée de, quand je suis pris à défaut et que je dois dire, écoutez, j'en ai aucune idée, c'est l'angoisse, parce qu'on se souvient on était valorisé, voire attendu sur le fait qu'on devait savoir tout. Et donc, c'est très complexe. Et quand on parlait de tout ça et qu'on a commencé à aller travailler notamment, j'avais vraiment l'énergie de quelqu'un qui devait préserver cette énergie, et j'avais vraiment l'image d'un pirate qui devait aussi défendre sa caisse à trésor. Enfin, c'était très étrange. Et quand j'ai commencé à lui donner cette image qui sortait de nulle part, lui m'a raconté typiquement qu'on lui avait déjà dit qu'effectivement il avait été pirate de je ne sais. Bon bref. Et l'image venait vraiment concorder avec une image que quelqu'un qui elle travaillait vraiment sur d'autres types d'énergie était allé chercher. Et c'est là que ça a commencé vraiment à me questionner sur la manière dont les moments où je croyais que mon esprit aidait mentalement à me donner des infos étaient en fait potentiellement connectés effectivement à une base et des ressources qui dépassaient ce que je croyais que mon cerveau mettait en place pour m'aider à le formuler. Oui, parce que tu t'ouvres à un moment donné dans un axe où tu peux avoir accès à du subtil quand tu es en plus que comme tu es quelqu'un d'extrêmement bien ancré et qui a extrêmement bien c'est des bonnes ressources de travail, entre guillemets, des bonnes bases de formation. Donc en fait, tu te fais confiance. Donc du coup, je pense que tu peux aussi ouvrir avec des choses qui en tout cas, ça a été ça vraiment Ouais, c'était assez étonnant pour moi de réaliser ça d'ailleurs à ce moment-là. Et au fil de plusieurs fois où c'est venu, c'est là que j'ai compris que l'image que je voyais, qui pour moi était une construction mentale pour essayer d'exprimer l'énergie, visiblement était stockée dans un endroit où d'autres personnes y avaient accès aussi. Si on reste en parlant d'une manière très très concrète, quoi. Mais ouais, c'est passionnant en tout cas. Non, mais c'est vrai, c'est génial. Et alors, est-ce qu'on peut te poser la question cet été, les énergies, tout ça, comment ça se passe dans notre ciel collectif? Alors effectivement, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté de notre thème ou de l'énergie et de l'astrologie plus personnelle. Ça, c'est donc quand on fait ces consultations qui sont plus centrées sur la personne. Mais évidemment, un des gros boulots de l'astrologue, c'est de suivre ce qui se passe dans ce qu'on appelle les transits, c'est-à-dire entre autres cet été, Angelica, est-ce que l'été sera chaud et agréable? Voilà, c'est un peu ça la question. Donc il y a toute cette idée qu'en permanence, évidemment, notre ciel évolue, nous propose des choses. Ça, moi, c'est un des axes qui m'a vraiment fait aussi plonger dans l'astrologie, c'était de voir que je pouvais vraiment me sentir en résonance avec ça, et quand j'en parlais autour de moi, je voyais bien que ça affectait plein de gens autour, et c'est là que ça m'a vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, questionné. Et
Alors plusieurs choses. Pour info, alors souvent je fais des petits points sur Instagram pour parler un peu des courants du moment. Je propose des ateliers, pas mal de choses sur les nouvelles lunes, les pleines lunes. Je fais aussi un podcast tous les mois qui là aussi va donner une extrapolation, alors qui parle du calendrier, mais qui va aussi vous essayer d'enseigner un peu des bases sur le gros mouvement du mois, parce que j'ai compris à quel point il y a cette soif aussi de d'apprendre et de s'autonomiser en astrologie qui me semble important. Il y a aussi mon petit WhatsApp du dimanche pour info pour les gens qui nous écoutent et qui en auraient envie, où tous les dimanches je livre quelques minutes sur les énergies de la semaine à venir. C'est génial, moi je l'écoute tous les dimanches quand même, ça fait 6 mois, 1 an même, je crois que... Ah là là, mais il faut que je m'y mette. Oui, moi tous les dimanches j'ai mon petit moment et c'est génial, enfin moi j'adore. En fait, ce podcast, il avait démarré il y a donc des années pour mes copines qui me demandaient « mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bazar ?» Et donc j'avais commencé ces petits vocaux et au départ j'avais 15 copines. Et aujourd'hui, je dois avouer que je crois qu'il y a plus de 4000 personnes qui le reçoivent tous les dimanches. Il y a plusieurs groupes. Et l'idée, alors le groupe est fermé parce qu'évidemment, je ne peux pas laisser... ça doit être un peu une dictature à ce stade. Et effectivement, l'idée, c'est de vous proposer un peu ce qu'il y a à observer. Alors, on l'écoute ou non, toutes les semaines ou non. Il y a des gens qui l'écoutent avec une semaine de retard pour justement faire leur propre expérience et, entre guillemets, ne pas être influencés. Mais ça, déjà, c'est une parenthèse sur si ça vous amuse de suivre les transits et d'un peu mieux comprendre. Et c'est vrai que donc, en conséquence, il y a l'idée d'essayer d'un peu anticiper ce qui se passe sur des périodes. Mais en 2 mots, là, sur 2024 et par rapport à cet été qui s'amorce, il y a eu l'idée que depuis le mois de mars, il y a eu vraiment une accélération du rythme. On a passé un mois de janvier-février qui était peut-être même un peu plus lent, parfois un peu trop lent pour certains. Mais le fait qu'on ait, on a eu la saison des éclipses qui a démarré fin mars, c'était le 25 mars et le 8 avril. Les éclipses, elles partent toujours par paire et qui font écho à d'autres éclipses qui se passeront en septembre-octobre. Donc notre été, il est un petit peu en sandwich de préparation de tout ça. Et en fait, l'axe des éclipses en ce moment, il est sur cet axe bélier-balance, puisque vous avez compris qu'il se passe toujours sur une dualité de signes. Et en gros, c'est l'axe de moi et de nous. C'est vraiment un axe qui nous fait travailler notre positionnement dans les relations, notre affirmation de nous-mêmes, qui nous demande d'aller, le point nord donc, vers le bélier. Depuis déjà donc ce printemps, la première série d'éclipses dans cet axe, elles avaient commencé en octobre 2023. Et donc là, tout cet été, on va quelque part préparer l'acte 3 avant de passer à autre chose en fin d'année 2024. Et ça me semble très important parce que c'est un axe, déjà, il faut comprendre qu'on n'a pas eu d'éclipse dans cette dynamique depuis 18 ans. Donc, de dire, voilà, faut tous faire plus de bélier, qu'on soit bélier ou non. Donc, vous comprendrez spontanément, quand on est balance, c'est plus compliqué. Quand on est bélier, c'est plus facile. Et le bélier, c'est vraiment cette idée de, je décide de faire des choses qui résonnent avec moi. J'écoute ce feu, c'est-à-dire j'écoute ce qui me fait envie, j'écoute mes tripes, je vais dans quelque chose potentiellement de plus impulsif, j'ose prendre des risques, j'ose dire aux autres, ça vous plaît pas, c'est pareil. Ça, c'est en fait beaucoup plus compliqué qu'il ne semble. Et ça va aussi demander souvent de réétablir et voire rééquilibrer pas mal de relations, voire de mettre des fins à des relations, parce qu'on est en train de réaliser tout ce qu'on a fait par concession, par envie de plaire, par envie de rentrer dans le moule, par envie d'être dans cette ambiance balance. Moi, je l'appelle souvent en plaisantant Barbie cocktail. La balance, elle aimerait que tout soit doux, délicat, rond, éviter les conflits et que tout ne soit qu'un long cocktail chez l'ambassadeur. Le bélier, c'est pas du tout ça. Lui, il est gouverné par Mars, il a pas peur d'aller au conflit et de faire ses trucs tout seul. Et on nous demande ça en ce moment. Donc peut-être que fin mars, début avril, vous aurez noté des bonnes accélérations parce qu'en gros, l'axe des éclipses, il va pendant 1 an et demi être placé dans cette grande thématique et les éclipses précises viennent accélérer des événements pour nous montrer où on en est de tout ça. Donc vous comprenez qu'il y a toujours cette idée de plus vous êtes déjà bien positionné là-dedans, plus ce sera potentiellement doux et plus vous en êtes loin et plus vous pouvez potentiellement vous prendre un petit coup de pied aux fesses du cosmos pour vous aider à aller vers ça. C'est-à-dire vous montrer les limites de certaines relations en étant effaré de l'égoïsme des autres pour enfin réussir à l'être un peu plus vous-même, par exemple. Et c'est en ça que mes grands motos, c'est les autres ne vous font jamais rien, ne nous font jamais rien en vrai. Ils nous éclairent juste sur notre rapport à nous-mêmes et comment on s'est placé dans la relation. Donc ces éclipses de septembre-octobre, elles vont à nouveau nous faire bosser là-dessus. Celles du printemps, elles étaient donc assez challengeantes, surtout que dans la foulée, ce mois d'avril et de mai, on avait des mouvements très très forts, notamment avec Jupiter et Uranus qui venaient se faire un point de contact la fin avril et qui parlent vraiment de
de moments de réalisation qui peuvent être forts, d'accélération dans nos idées. Cet Uranus, il veut nous emmener vers demain, il veut nous montrer où est-ce qu'on se limitait, où est-ce qu'on n'a peut-être pas osé rêver assez grand. Et ça peut être des mouvements qui sont très denses parce que ça nous donne confiance avec ce Jupiter, mais il y a aussi cette notion qu'à travers ces mouvements, il y a vraiment beaucoup d'accélération dans les idées et les potentiels. Ce mois de juin, on est toujours dans ces derniers où il y a beaucoup d'air et Jupiter va être en Gémeaux pendant 1 an, donc ça c'est super pour les Gémeaux, mais ça vient vraiment accélérer cette idée qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'idées, on est très sollicité, il y a un peu de faux mots dans l'air ce mois-ci, mais à partir de la fin juin, Saturne va rétrograder, Neptune va rétrograder, il rejoigne Pluton qui rétrograde. Alors sans rentrer dans tous les détails, il y a l'idée que cet été, on va avoir un peu plus de temps pour incorporer quelque part tout ce qui s'est passé justement au printemps. Faire le tri aussi, parce que c'est ce que Saturne nous demande. Saturne, c'est un principe de réalité et aussi de maturité. C'est de dire, OK, on se détend, où sont les murs porteurs dans toutes ces idées, qu'est-ce qui tient la route, qu'est-ce qui va mettre plus de temps, qu'est-ce qu'on doit revoir dans les plans. Saturne y va rétrograder jusqu'en novembre, donc il y a vraiment cette phase où on va un peu, alors peut-être avec quelques désillusions du coup, parce que le principe de réalité c'est aussi de voir où est-ce qu'on est en train de partir dans des directions qui n'ont pas de sens. Mais c'est ça qui va aussi nous aider à restabiliser des choses. Il y a un autre mouvement qui est très important cet été. C'est donc ce Pluton qui lui rétrograde aussi et qui en septembre-octobre pour les dernières éclipses fera son dernier point de contact en Capricorne où il était depuis 20 ans avant vraiment de s'installer en Verseau. Et ça en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Ce Pluton qui est toujours en train de nous faire alchimiser des choses. En Verseau, il est vraiment en train de nous ouvrir à cette nouvelle version de nous-mêmes. C'est un mouvement qui en fait est en gestation depuis quasiment 2 ans, parce que Pluton, c'est la planète la plus éloignée de nous, celle qui du coup met 250 ans elle à faire le tour du zodiaque, donc c'est des mouvements qui sont très denses. Et donc même pour changer de signe, ça se fait de manière transitionnelle et subtile, voilà. Ça prend quasiment 2 ans, quoi. Et Pluton, il alchimise, il nous aide à jeter à la poubelle. Et là, en sortant du Capricorne, il dit, ça y est, on finit de ranger toutes les obligations, le patriarcat qui nous a fait croire qu'il fallait rentrer dans telle case, les traditions qu'on se croit encore obligé de soutenir et de respecter. Et Pluton en Verseau, c'est l'adolescent rebelle qui dit non mais moi j'en ai rien à foutre des règles, j'en invente des nouvelles, ça, je me permets de... Et oui, c'est ça. Tu te reconnais dans tout ça. Donc il y a ce mouvement qui est très très fort puisque Pluton finira ce dernier passage mi-octobre et à partir de novembre sera vraiment en Verseau. Donc il y a plein de choses là. Il y a une phase d'accouchement qui est vachement intéressante, qui va demander un peu de patience cet été parce qu'on va potentiellement vérifier que justement on ait bien fait les valises pour passer tout ça à autre chose et qui est très très intéressante. C'est passionnant, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Bien sûr, ça c'est une certitude. C'est une certitude. Après, effectivement, il y a toujours la question d'à quel point ça va vous impacter selon comment ça agit avec votre thème. Ça, c'est ce qu'on fait aussi en consultation, parce qu'il y a des choses qui vont être plus ou moins denses pour chacun. Mais oui, c'est sans fin et ça raconte toujours plein d'histoires extraordinaires. On arrive à la fin, ça y est. Il y a pas de fin, mais là, on a quand même une fin aujourd'hui. Ouais, on est obligé. Ouais, c'était passionnant. C'est passionnant. Plaisir. On pourrait en parler des heures et des heures et des heures. Et mais je reviendrai avec plaisir. Ah ouais, vous oui, avec les les nouvelles livres. aventures des étoiles. Ouais, carrément, avec plaisir. Bon, nous, on va prendre rendez-vous, on vous le dit, pour les auditeurs. Comme vous voudrez, je serai honorée de vous voulez. Et merci infiniment de votre invitation. Et puis, merci à toi, Sophie. Et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine, nouvelle tout à fait. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.